Quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, j'ai toujours pensé que la direction de celle-ci serait tournée uniquement vers le jeu vidéo. Mais à la vue d'un événement historique qui se rapproche de plus en plus, j'ai moi aussi décidé de m'intéresser à l'alpinisme. Donc on laisse de côté le clavier et la souris afin de les remplacer par des piolets le temps d'une vidéo. Car en cherchant un peu sur YouTube des vidéos d'alpinisme pour un divertissement personnel, je suis tombé sur une histoire qui m'a tellement marqué que je me suis senti obligé de vous en parler. Au même titre que l'escalade, le VTT ou le parachutisme, l'alpinisme est un classique dans les sports extrêmes qui comportent de gros risques. La majorité des gens connaissent ce sport pour les morts d'alpinistes, car la montagne en altitude est l'exemple parfait d'une nature qui ne se restreint pas. Il peut y avoir des morts rapides grâce aux chutes de sérac qui sont littéralement d'énormes blocs de glace qui peuvent se décrocher à tout moment pour vous casser en morceaux en moins d'une seconde, d'autres morts plus lentes qui sont généralement le signe que le corps n'arrive pas à résister à l'altitude extrême, ou alors au froid ressenti pouvant atteindre jusqu'à moins 60 degrés selon les montagnes. Et s'il y a bien une montagne qui rassemble toutes ces contraintes, tellement hautes qu'aucune forme de vie ne peut y vivre, un rêve pour beaucoup d'alpinistes qui veulent dompter le plus haut sommet du monde, le mont Everest à 1849 mètres d'altitude. Je ne vous laisse pas imaginer à quel point une telle altitude est éprouvante pour le corps ou pour le mental. 2% n'en reviennent jamais. Mais malgré toutes ces contraintes, la communauté d'alpinistes est beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait imaginer. Et je précise juste que même si j'ai parlé que des côtés négatifs depuis les débuts de la vidéo, il faut bien que vous regardez la suite de la vidéo en vous disant qu'à chaque moment, les alpinistes choisissent d'être là et ils font ce qu'ils aiment. Donc on reprend la vidéo pour que je vous emmène enfin au pied du mont Everest, car il va falloir que je vous explique un peu tous les points clés de l'ascension pour que vous puissiez un peu mieux comprendre l'histoire qui va suivre. Lorsqu'un alpiniste veut se rendre au sommet de l'Everest, il doit passer par différentes étapes qui se trouvent à différentes altitudes. Le camp de base à 5300 mètres d'altitude, qui est déjà bien plus haut que le Mont Blanc en comparaison, puis les camps 1, 2, 3 et 4 pour ensuite se lancer au sommet. Ces étapes permettent non seulement à l'alpiniste de récupérer des forces et de s'habituer aux conditions extrêmes de l'environnement, mais aussi d'attendre le moins loin possible du sommet, la fenêtre météorologique qui permettra à l'alpiniste de gravir le sommet sans être gêné par des tempêtes ou des avalanches par exemple. Mais il y a une année où les alpinistes ont un peu débordé sur le temps que la nature leur avait accordé pour gravir le sommet et leur a fait regretter. Classée l'année la plus meurtrière sur le mont Everest, il va falloir revenir en 1996. On est maintenant dans le week-end du 10 mai en 1996, le mont Everest fait parler de lui et devient de plus en plus attractif. 14 expéditions regroupant un total de 450 personnes sont lancées cette année-là. Et tout commence au camp numéro 4, la nuit du 9 mai. L'ascension des 3 premiers camps s'est fait sans problème, les alpinistes attendent le bon moment pour se lancer vers le sommet, mais il y a un problème. Une énorme tempête arrive, qui devrait forcer les alpinistes à descendre en temps normal. Mais il reste. Dès les premières heures de la journée du 10 mai, la tempête se calme et les alpinistes ont la possibilité de partir, mais à une condition. Tous les alpinistes qui seront sur la montagne devront impérativement faire demi-tour avant 14 h, peu importe qu'ils aient atteint le sommet ou pas, car l'énorme tempête reviendra. L'expédition est donc lancée et elle est composée de 3 groupes. Le premier dirigé par Rob Hall, le deuxième dirigé par Scott Fischer et le troisième dirigé par Anatoly Boukriv. Tous les groupes commencent donc l'ascension, mais très rapidement, il est possible de constater qu'ils ont du retard. Certaines personnes souffrent de problèmes corporels liés à l'altitude, mais ces problèmes sont principalement dans le groupe de Rob Hall. Le groupe d'Anatoly Boukriv, n'ayant pas eu de réelles complications, arrive au sommet à 13 h 15. Un peu plus tard, à 14 h, c'est le groupe de Rob Hall qui arrive. Scott Fischer, quant à lui, arrive un peu avant 15 h. Bon, tous les groupes sont arrivés, un peu en retard pour certains car la limite était de 14 h, mais rien de grave. Les alpinistes avaient déjà pris de la marge sur les délais prévus, bien conscients qu'il y a toujours quelques complications pour gravir le sommet d'une telle montagne. Car s'il y a bien un sport où les personnes le pratiquant célèbrent leur victoire à la moitié du chemin, c'est bien l'alpinisme. Ils en sont qu'à la moitié. Atteindre le sommet, c'est bien, redescendre en vie, c'est mieux. Et vous verrez que c'est là que les choses vont se compliquer. Donc tous les alpinistes commencent à redescendre un peu en retard, mais comme je vous l'ai dit, rien de grave pour l'instant. Sauf qu'il y a une personne, dont je ne vous ai pas encore parlé, qui était avec les autres groupes dans les différents camps, mais qui n'a pas encore atteint le sommet car pas assez à l'aise sur la montagne. Voici Doug Hansen, qu'on appellera par son prénom Doug, comme tous les alpinistes à partir de maintenant. Doug était très proche du sommet vers 15 h et il croisa logiquement le groupe de Rob pendant leur descente. Mais c'est trop tard, il faut immédiatement redescendre car la tempête se rapproche. Sauf que Doug refuse. En même temps, comprenez-le, il est à quelques centaines de mètres du sommet. C'est sa dernière fois sur le mont Everest, alors il est hors de question pour lui d'abandonner. Et dans cet élan de motivation, Rob l'accompagne pendant que le reste du groupe redescend. Nos deux alpinistes sont enfin au sommet, mais le retard qui n'était pas si grave jusqu'à présent est maintenant important car la tempête est arrivée. Tout le monde prévient nos deux alpinistes au sommet qu'il est maintenant urgent de redescendre, mais Doug est à bout de force. C'est à peine à se demander s'il est capable de tenir debout. Il était tellement obsédé à atteindre le sommet que lui-même a oublié que le sommet, c'est que la moitié. Rob essaye donc de pousser son ami à se lever et à vite redescendre la montagne, mais impossible. C'est maintenant le manque d'oxygène qui se fait ressentir. À force d'attendre, les bouteilles se vident. Mais le problème étant que celles-ci sont
indispensable à la vie dans la zone appelée la zone de la mort. Sur la zone qui te fait comprendre que si tu restes trop longtemps, tu meurs. Chaque seconde que tu passes là-bas te rapproche un peu plus de la mort, mais Rob, Doug et les autres alpinistes qui descendent ne sont pas prêts d'en sortir pour le moment. Quasiment toutes les bouteilles en réserve qui servent pour contrer ce genre de situation sont vides. Donc le seul moyen que Rob ait une chance de s'en sortir, c'est qu'il abandonne Doug à son sort et descende de la montagne sans lui. Mais évidemment, celui-ci refuse. Il ne veut pas abandonner un alpiniste. Donc tout naturellement, les deux commencent à mourir lentement. Par la prise de conscience de cet événement, Rob tente de rejoindre un autre bout de la montagne afin de trouver de l'aide pour Doug. Et je vous laisse voir ce qu'il se passe. Bouge pas, je viens te chercher. D'accord. Premier mort de cette tragédie. Et en réponse à ça, Rob s'écroule, ayant pris un énorme coup au mental mais aussi trop faible pour continuer. Miraculeusement, un ami de Rob arrive à le rejoindre pour lui donner de l'oxygène, mais les deux se retrouvent une nouvelle fois bloqués en plein milieu de la tempête, se vidant peu à peu de leur oxygène et surtout de leur chaleur corporelle. C'est même l'expédition tout entière qui meurt peu à peu. Mais est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai dit en début de vidéo? Des problèmes corporels, des folies cérébrales, et c'est exactement ce qui va toucher l'alpiniste bloqué avec Rob, Andy Harris. Deuxième mort. Mais c'est loin d'être fini. Pour venir en aide au groupe, des sauveteurs sont envoyés, bien conscients qu'ils ne pourront pas sauver tout le monde car plus personne n'a d'oxygène ou même d'énergie. Il est maintenant 5 h du matin, on est un jour plus tard, le 11 mai 1996. Le camp de base n'a pas de nouvelles du groupe et de Rob, ceux-ci étant allongés dans la neige, congelés en attendant désespérément que quelqu'un arrive à les sauver. Et les sauveurs, ce sont Anatoly et son groupe, qui arrivèrent là où le groupe est tombé pour prendre 3 alpinistes, les ramener au camp 4 et les sauver. Tous les alpinistes qui ne sont pas redescendus sont déclarés comme morts. Rob donne toutes les dernières forces qu'il a pour essayer de descendre, mais en vain. Un dernier espoir persiste pour Rob. Un groupe de sauveteurs sont partis exprès pour le chercher. Mais la tempête, qui s'était calmée jusqu'alors, repart une dernière fois et les sauveteurs sont obligés de faire demi-tour. Rob, impuissant, ne survivra pas une nuit de plus. Alors il fait ses adieux à sa femme et au camp de base à travers sa radio. Et s'éteint petit à petit. Tous les alpinistes sur la montagne sont déclarés morts, mais sans comprendre comment, un des membres du groupe que tout le monde pensait mort, Beck Weathers, arriva à se relever et à marcher jusqu'au camp 4. Mais on aurait tort de croire qu'il est sauvé pour autant, car lorsqu'une personne reste assez longtemps exposée au froid jusqu'à être aux portes de la mort, le corps va volontairement faire mourir les extrémités du corps pour se concentrer en priorité sur les zones vitales comme le cœur, les poumons, ou le cerveau. Les parties du corps abandonnées sont dites nécrosées. Lorsque Beck est arrivé au camp 4, il avait son nez et ses 2 mains nécrosées. Il fallait donc le secourir au plus vite pour éviter que la nécrose continue de manger son corps et qu'il meure. Mais en apprenant la nouvelle qu'il est en vie, sa femme arrive à convaincre un hélicoptère de venir à 7920 mètres d'altitude, soit à des hauteurs où les hélicoptères ne peuvent normalement pas voler par manque d'oxygène. Et je vous montre ce que ça donne quand ils ont essayé. On peut pas en enlever davantage. Il peut pas être plus léger.
vais lever la queue de l'appareil pour survoler la crête. Chutez un peu jusqu'à ce que je récupère de la portance. Ça vous va? Moi, je vous suis. Très bien. Ça y est, c'est certain, il est sauvé. Cette ascension lui aura coûté son nez et ses 2 mains. Il dira même plus tard que c'est le désir de revoir sa famille qui l'ont poussé à survivre. Cette expédition aura fait en tout 8 morts, ce qui en fait de très loin l'expédition la plus meurtrière que l'Everest ait connue.